émission spéciale. Décret tertiaire, la Smart Data pour définir sa trajectoire en partenariat avec Oxand. Une émission présentée par Johanna Zilberstein. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Imo pour cette émission un peu spéciale avec laquelle nous avons choisi de débuter l'année, qui va être consacrée au décret tertiaire qui est, j'ai envie de dire, qui n'a jamais été autant dans l'actualité, puisque cette année va marquer l'une des premières grandes étapes pour tous les gestionnaires et propriétaires de bâtiments tertiaires. Nous allons en parler dans quelques instants avec nos invités. Je profite quand même de ce premier direct de l'année pour vous souhaiter au nom de toute l'équipe de Radio Imo une excellente année 2021. Et on va également adresser ses vœux à nos trois invités qui sont avec moi. Allez, honneur aux dames ce soir. On va commencer par saluer Swazik Robert. Bonsoir Swazik. Bonsoir Johanna. Vous êtes directrice conseil chez Oxand et vous n'êtes pas venue seule puisque vous êtes venue avec Mehdi Alaibi. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Johanna. Vous êtes directeur des partenariats stratégiques chez Oxand et en face de vous, il fait sa deuxième apparition chez nous, sa deuxième émission spéciale sur le décret tertiaire. C'est Marc Leroux. Bonsoir Marc. Bonsoir Johanna. Vous êtes, je le rappelle, chef de projet maîtrise de l'énergie et réglementation thermique des bâtiments existants au ministère de la Transition écologique. Et avec vous, donc, nous allons évidemment parler du décret tertiaire. Comment utiliser la data pour définir sa stratégie, sa trajectoire vers l'application de ce décret. On va évidemment en parler. Juste avant, je m'adresse à vous, Marc. On vous a reçu, c'était mi-décembre, dans une première émission spéciale consacrée au décret tertiaire. On en est où aujourd'hui à date, ce 12 janvier 2021, du décret tertiaire et de sa mise en application ? Alors le décret s'est décliné par un premier arrêté méthode le 10 avril 2020, qui est paru le 3 mai. Et donc, fin octobre, on avait fini les consultations publiques sur l'arrêté dit valeur absolue, enfin le premier arrêté, qui est parti dans le circuit de signature à l'époque où on s'était vu. Et là, il a été signé de l'ensemble des partenaires, enfin de l'ensemble des ministères concernés. Il est actuellement aux directions des affaires juridiques du ministère de la Transition écologique et il va arriver incessamment sous peu au cabinet, puis au cabinet du Premier ministre pour être publié sur Légifrance très très prochainement, je pense d'ici la fin de la semaine. Tout est en route, donc plutôt de bonnes nouvelles. Et puis on continue à travailler sur toutes les valeurs absolues pour les autres catégories d'activités qui ne sont pas encore traitées à ce jour. Alors pour ceux qui auraient loupé cette émission, que je vous invite d'ailleurs à retrouver en podcast, on va quand même rappeler ce que c'est le décret tertiaire, qui est donc une obligation, si je ne me trompe pas, de réduire de moitié les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires d'ici 2050. C'est un peu plus de la moitié, puisque c'est moins 60% par rapport à une vision du parc tertiaire en 2010. Donc c'est moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% à l'horizon 2050. De manière générale. Et après, ça se décline en deux objectifs qui sont mis à disposition des acteurs. Soit l'objectif en valeur relative dont on vient de vous parler, soit un objectif dit en valeur absolue qui est défini pour chacune des catégories d'activités qui existent dans le tertiaire, qui est très très nombreuse. Évidemment, il n'y a pas qu'un seul type de bâtiment. Il n'y a pas qu'un seul type de bâtiment ou d'activité, c'est très large, ça va du bureau en passant par l'enseignement. On le rappelle, c'est ce que j'allais vous dire, d'habitude on dit bâtiment tertiaire, on pense bureau, donc ça ne concerne pas que les immeubles de bureaux. Voilà, donc ça englobe aussi tout ce qui est enseignement, santé, les lieux de culture, les lieux de sport, les data centers, les blanchisseries, j'en passe, et des meilleurs, il y en a beaucoup, quoi. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, on comprend bien que rénovation énergétique signifie évidemment travaux, ce qui signifie investissement pour les propriétaires notamment. Mais quels enjeux pour les gestionnaires et pour les propriétaires, quels enjeux et puis quels besoins de ces rénovations énergétiques ? Alors, sur le sujet du décret tertiaire, on a régulièrement donc, des échanges avec les grands maîtres d'ouvrage qu'on accompagne et on a plusieurs aspects qui sont traités à travers le décret tertiaire. Donc, bien sûr, il y a le sujet de la conformité réglementaire. Elle est déjà jalonnée dans le temps avec des échéances à 2030, 2040 et 2050. Donc, effectivement, c'est déjà de respecter l'atteinte de ces objectifs pour entrer en conformité. Il y a bien sûr une dimension financière dedans, ne serait-ce que traiter l'optimisation de ses coûts, maîtriser ses budgets, et puis il y a aussi l'enjeu de sécurité de la valeur des actifs, notamment dans le cadre des reventes, qui est un point très très important pour les propriétaires.
Il y a ensuite 3 autres enjeux qui sont davantage sur l'entreprise. C'est le sujet décisionnel. Donc, comment je peux justement mettre en place un système qui permet d'organiser le pilotage de la performance et de prendre des bonnes décisions d'investissement notamment. Il y a le sujet de la communication. Donc, je pense que c'est important à travers le décret tertiaire qui porte une dimension réglementaire aussi de prendre en compte la mise en place d'indicateurs de communication. C'est véhiculer une bonne image que d'avoir un bâtiment aux normes. Oui, c'est demain en tout cas. Et je pense que tout le monde doit entrer dans ce système et engager le changement sur ce sujet-là. Effectivement, dans l'urgence écologique actuelle, la dimension décret tertiaire, c'est pas qu'une obligation, c'est aussi, je pense, une responsabilité. Parce que bon, on est tous d'accord sur cette urgence climatique, hein, on est tous d'accord sur le fait que ces rénovations énergétiques doivent être faites. Mais honnêtement, entre nous, si on dit aux propriétaires, il n'y a pas de cadre légal, les propriétaires ne feront pas ces travaux. Ça a pas à part d'être des gros financements, des gros investissements, en tout cas je l'espère, ça n'a pas d'intérêt propre pour eux. Alors, effectivement, si on prend le décret tertiaire, et Marc en parlera mieux que moi, mais si on regarde ce sujet-là, la non-conformité, elle n'est pas extrêmement pénalisante, mais il y a aussi un côté vertueux de mettre en place cette dynamique-là qui est vraiment une responsabilité de l'entreprise. Elle n'est pas forcément réglementaire. Donc tout le monde a gagné à que ses actifs consomment moins, du coup on dépense moins, on utilise mieux nos bâtiments, il y a d'autres sujets. Et par ailleurs, on va aussi sécuriser les valeurs d'un patrimoine qui, pour des grands maîtres d'ouvrage, ça représente des sommes d'argent quand même très importantes. Donc Marc, effectivement, ce n'est pas que réglementaire. vous voulez réagir sur ce que vient de dire Oui, Mehdi ? parce qu'il n'y a pas que les travaux, il y a aussi les autres leviers d'action, une bonne exploitation déjà, ça commence par ça, parce qu'il y a déjà des gros gains énergétiques qu'on peut attendre justement sur une meilleure exploitation. La plupart du temps, c'est de l'ordre de 20 à 30% d'économies qu'on peut faire, et donc on peut réinvestir ailleurs et faire justement alimenter les crédits d'investissement pour justement faire des travaux. Puis après, il y a aussi tout ce qui est organes de gestion active qui permettent justement d'optimiser au mieux l'exploitation des équipements bâtimentaires, les équipements de process aussi qu'on a. Et puis, il y a surtout un usage économe en énergie et l'aménagement des locaux. Et là, c'est vraiment les usagers, donc les salariés, qui sont vraiment force d'action sur ce sujet-là. Donc, on est d'accord qu'il faut les impliquer, les usagers. Il faut les impliquer, mais il faut qu'il y ait aussi, c'est ce que je disais il y a peu de temps à l'Association française des entreprises privées, il faut qu'il y ait aussi un juste retour vers eux en termes de réinvestissement en amélioration de leur confort de travail, des choses comme ça. Parce que ça ne dure qu'un temps. Ils font des efforts, mais il faut que ça leur revienne aussi. Il faut qu'il y ait un juste retour vers eux qui soit fait. Swazik, un petit mot là-dessus, sur ces investissements qui finalement vont répondre à des besoins. On parlait des usagers qui aujourd'hui aspirent à des environnements de travail confortables. Bien sûr, bien sûr. C'est toute une dynamique effectivement à mettre en place qui a été évoquée par ailleurs. Chez Auxand, on a vraiment à cœur aujourd'hui d'accompagner toutes ces personnes, qu'elles soient prêtes ou pas, à entamer le changement. Nous sommes vraiment très sensibilisés, nous, à l'accompagnement, à une transformation profonde, non seulement en termes d'organisation, en termes de pratique, de processus, mais aussi en termes de culture, de comportement. Et donc, effectivement, tout ça participera justement à l'atteinte des objectifs qui seront effectivement fixés par le décret. Donc, si je peux aller au-delà effectivement de la question sur l'accompagnement et comment est-ce qu'Auxand voit les choses. Auxand, on le rappelle, qui est éditeur de logiciels. Nous sommes éditeurs de logiciels. Nous accompagnons nos clients dans le déploiement de notre solution. Nous sommes leaders en maintenance prédictive. Donc, l'immobilier, effectivement, aujourd'hui, et donc notamment le tertiaire, est au cœur de notre métier, notre industrie privilégiée. Effectivement, nous avons toute une méthodologie d'accompagnement organisationnelle, technologique, et du coup qui englobe le comportement sur la durée. Donc nous avons vraiment à cœur de traduire dans notre méthodologie les prescriptions, recommandations du ministère de la Transition écologique, notamment au travers de éco-énergie tertiaire, donc le passer en 10 étapes, c'est ça ? Passer à l'action en 10 étapes. Donc nous, on a traduit ces étapes-là dans notre propre méthodologie pour justement accompagner
Là, je vais dans le détail, mais effectivement, la connaissance de son patrimoine, l'inventaire, quelle est ma donnée nécessaire et utile pour suivre effectivement l'état de consommation de mon patrimoine. Où est-ce que je vais demain? Comment je définis ma trajectoire? Comment je suis ma stratégie mise en place? Comment j'organise mes équipes, mon organisation au regard de cette stratégie à mettre en place? Donc effectivement, une méthodologie complètement adaptée, personnalisée pour répondre aux enjeux réglementaires dont Marc nous parle. On parlait de vous, parliez de maintenance prédictive. Pour nos auditeurs qui en auraient vaguement entendu parler, c'est quoi? C'est prévoir les différentes usures et les différentes pannes du bâtiment, c'est ça, en fonction de son utilisation? Exactement. Donc chez Auxand à 20 ans d'existence presque, là, l'année prochaine. Donc une base de connaissances de près de 20 ans, une historisation d'expérience, de relevés. De relevés de terrain, de relevés sur la base d'audit, de relevés d'usage, de pratique. Et effectivement, nous avons des modèles prédictifs par type de composants, par type de bâtiment, par niveau différents niveaux de granularité. Des modèles prédictifs qui impliquent des lois de vieillissement et du coup des ratios de coûts associés. Et donc effectivement, on va chercher à prédire un état de vétusté à différentes échéances, à différents horizons, en fonction de différents usages. Et on va traduire cet état-là en action de maintenance et en plan d'investissement pour chercher à atteindre un état espéré, escompté à telle échéance. Je pense que Mehdi peut effectivement peut-être ajouter. Mehdi a des choses à ajouter. Et je sens qu'il a... Moi aussi, je le sens. Pour compléter effectivement ce que disait Soisig sur la partie méthodologie, l'idée c'est effectivement on aligne en fait une stratégie d'investissement, donc un plan pluriannuel d'investissement avec un niveau de performance donc de l'actif par rapport aux enjeux d'exploitation. Et donc on a récemment en plus intégré un nouveau volet dans notre approche, qui nous a été demandé par quasiment maintenant la moitié des maîtres d'ouvrage qu'on accompagne depuis longtemps, de réintroduire dans notre méthodologie la notion de performance énergétique. Donc aujourd'hui, on va associer une stratégie d'investissement avec un niveau de performance, mais également un niveau de performance énergétique sur lequel on va aussi associer un niveau de financement, puisqu'on sait que notamment tous les travaux que vous pouvez engager sur ce sujet font pour la plupart l'objet de financements possibles à travers les C2E ou les subventions à tous différents niveaux, quoi. Et donc nous, on fait vraiment ce lien pour le maître d'ouvrage d'associer une stratégie d'investissement, un niveau de performance et un niveau de financement qui soit associé. Et par ailleurs, donc comme disait Marc, il y a 2 leviers pour venir obtenir des gains énergétiques. C'est soit travailler sur l'usage et la régulation, soit définir aussi une stratégie d'investissement qui est taguée de gains énergétiques. Et donc ça permet de définir le bon axe dès à présent pour aller vers 2030 sereinement. Recueillir des données pour définir un peu où on va et la consommation des bâtiments présents et futurs, c'est pas un peu ce qu'on va faire dans le décret tertiaire ? Oui, c'est tout à fait ça. On fixe des objectifs, mais pour être sûr qu'on va vers ces objectifs, on est en France, il faut suivre. Parce que si on donne un objectif et qu'on ne le suit pas, il y a tout lieu de penser que quand on arrive à l'échéance, il y a peu de choses qui seront faites. Donc l'idée, c'est pas simplement... Alors, c'est pas un contrôle régalien de l'avancement. Mais il y a de ça quand même. Mais surtout, c'est d'identifier les problématiques qui peut y avoir, qui peuvent être sectorielles ou géographiques, et identifier ça et revenir vers les acteurs pour trouver des solutions. L'idée, c'est pas une réglementation comme les autres. C'est un outil d'accompagnement dans la transition énergétique. L'idée, c'est de donner une orientation et d'aller vers ça tous ensemble. L'idée, c'est vraiment d'accompagner et d'y aller tous ensemble. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, l'année 2021 va être une année d'apprentissage. Et après, il faut avancer, il faut se lancer dans le bain, il faut avancer sans avoir peur et en ayant confiance. Et on trouvera des solutions. L'idée aussi, c'est de créer aussi de l'innovation. C'est-à-dire que toutes les réflexions qui seront menées sur les bâtiments existants, parce qu'à terme, les bâtiments neufs seront aussi assujettis à ce dispositif, parce que c'est pas parce qu'on a un bâtiment qu'il est performant qu'il est exempt d'une bonne gestion. L'idée, c'est aussi de suivre ces bâtiments neufs. Et donc, c'est d'avancer ensemble et de créer de la réflexion, du brainstorming, et puis et que ça profite aussi à nos industries pour trouver de nouvelles solutions et d'être en avance sur les autres. Parce qu'on est à
un pays justement sur ce point-là où on est un petit peu en avance sur les autres, et profitons-en. Et justement, sur le point de recueillir la donnée, Johanna, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, ça suscite beaucoup de questions. On le voit, nous, côté maître d'ouvrage et clients aujourd'hui embarqués sur nos solutions. La donnée disponible, elle n'est pas souvent disponible finalement. C'est la question que j'allais vous poser. Parce que Marc nous disait, on est en France, et on sait que nous, Français, ne sommes pas toujours ultra rigoureux. Du coup, j'allais vous demander, c'est pas trop compliqué de trouver de la donnée d'il y a quelques années ? Et j'ai envie de dire oui et non, mais plutôt non. Donc concrètement, effectivement, nous ne sommes pas très bons pour archiver, historiser nos factures d'électricité, de consommation, etc. généralement. Bon, là, j'ose espérer que nos auditeurs vont commencer à... Gardez vos factures. Gardez vos factures, travaux, maintenance, réparation, tout, consommation. Non, chez Auxand, c'est vrai qu'on a souvent cette question-là qui est posée très, très en amont, avant les projets. Comment fait-on quand on n'a pas la donnée disponible ? Eh bien, on peut la reconstituer. Tout simplement, on va prendre des hypothèses, des extrapolations sur des consommations connues, mais pas forcément formalisées, des connaissances, et puis des pratiques. Des pratiques peuvent se traduire en consommation, des volumes, effectivement, des taux de disponibilité, enfin des taux d'usage, ou des taux de vacances, des turnovers aussi, effectivement, peuvent. Donc on prend des hypothèses, on extrapole, et puis on prend aussi parfois des benchmarks, un bon vocable bien français, pour comparer par rapport à une activité identique et prendre les indicateurs pourquoi pas d'un concurrent ou d'un confrère. Donc on peut la reconstituer, la donnée. Mais effectivement, à partir d'aujourd'hui, il va falloir penser à données réelles. C'est mieux. Ouais, c'est des données réelles. Alors la reconstitution est autorisée, c'est un complément d'ailleurs qui est dans l'arrêté modificatif qui va paraître. Qui peuvent entrer dans les références. Sous réserve qui est quand même une campagne de mesure. Alors soit pérenne, soit très ponctuelle. Mais il faut en fait mettre en regard effectivement de ces reconstitutions des choses réelles et avoir des indicateurs qui peuvent refléter effectivement ces activités, quoi. Donc c'est des dispositions qu'on a rajoutées effectivement pour ceux qui ne disposaient pas, et notamment les sites notamment industriels où il y a des activités tertiaires assujetties, et puis ils ont en fait des informations sur les consommations mais qui sont globales, dans lequel il y a l'industrie, il y a leurs activités tertiaires de bureaux, de restauration entreprise, d'entreposage qui sont assujettis au tertiaire et qui n'ont pas aujourd'hui de distinction entre ces consommations. Donc on peut reconstituer effectivement sur la base de mesures, effectivement, ces consommations, pour avoir cette consommation de référence. Mais je dirais qu'à la limite, c'est pas très grave. Enfin, voilà. Et puis il y a aussi, il fallait que je le dise aussi, c'est qu'il y a un report à 2022 pour déclarer sa consommation de référence. Voilà, qui, normalement, aujourd'hui, 30 septembre 2021, vous aurez vos consommations d'énergie 2020 à renseigner quand même sur la plateforme. Avec, je vous ai dit, c'est une année d'apprentissage, on va pas être dur sur la remise de ces consommations. On va pas tout de suite faire du name and shame dès le 1er octobre. Dès le 1er octobre, non, le jeu, c'est pas ça, c'est de rentrer dans la démarche et d'avancer. Et ça sera une année d'apprentissage. Par contre, vous avez jusqu'à 2022, parce qu'il y a effectivement aussi cette année 2020 qui a été très particulière, qui a impacté beaucoup de monde dans le tertiaire et qui ne pourront pas non plus s'appuyer sur cette année 2020 comme année de référence s'ils ne voulaient pas faire de recherche archéologique dans leur facture. Voilà. Ouais, c'est mal tombé oui, niveau calendrier. Voilà. Et si on prenait un exemple inverse, un gestionnaire, un propriétaire qui aurait tenu toutes ces archives hyper à jour, qui aurait gardé toutes ces factures, qu'est-ce que la donnée que fournit Auxand peut lui apporter ? Mehdi. Déjà, moi, ce que je veux dire sur la donnée, donc il y a deux types de données qu'on va trouver dans le cadre du décret tertiaire. De la donnée réglementaire, donc, qui est imposée notamment à mettre à disposition sur la plateforme Opéra. Et il y a aussi de la donnée utile qu'on peut récupérer lorsqu'on fait les campagnes de connaissance du patrimoine. Voyez ça aussi comme un actif que vous constituez. Effectivement, c'est drivé par l'aspect réglementaire, mais dans l'exploitation, ça a une très grande valeur, notamment nous, Auxand, grâce à nos bases de connaissances historiques qu'on a construites. En fait, on va permettre, sur cette photo de départ que vous allez élaborer d'ici septembre probablement, en tout cas sur le premier semestre, je sais qu'il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui lancent des campagnes de connaissances sur ce sujet-là pour justement alimenter la démarche. Et donc, nous, on les conseille à bien construire un actif solide
sur lequel, en fait, on peut se reposer pour justement poser des modèles prédictifs et définir une trajectoire pour lancer sa transition énergétique. Donc, bien sûr, à travers le plan pluriannuel d'investissement. À travers ça, c'est simple, hein, soit vous organisez des campagnes de diagnostic, et puis donc là, vous avez toute une donnée. Il faut définir la valeur de référence, donc elles sont déjà décrites assez clairement dans l'arrêté méthode. Et puis, après, à partir de là, c'est justement de pouvoir définir une trajectoire. Et ce qu'Auxand aussi propose d'innovant sur le sujet, c'est que historiquement, lorsqu'on définit une trajectoire, on essaye d'analyser les 2-3 dernières années pour définir une tendance et de se dire, bon, dans les prochaines années, ça va se comporter comme ça. Là, l'avantage du prédictif, c'est des modèles de vieillissement qui vont vous dire comment va réellement se comporter votre patrimoine avec une vraie tendance. Et c'est sur ça que vous pouvez définir une trajectoire robuste. Vous avez quel regard, Marc, sur ce que vient de nous expliquer Mehdi, cette maintenance prédictive, c'est pour vous, selon vous, un véritable allié pour les gestionnaires, pour les propriétaires ? Oui, c'est important dans la modalité de gestion, effectivement, de leurs actifs. C'est un parallèle aussi aux organes de gestion active. Ça aide à anticiper, effectivement, les renouvellements des systèmes, voilà, et d'organiser de façon, un programme pluriannuel d'action, en termes de travaux, voilà, au gré d'opportunités qui se présentent, voilà, de rénovation, d'aménagement des locaux, voilà. Donc c'est effectivement ça aide beaucoup les acteurs. Donc nous, effectivement, on ne va pas jusque-là et on a besoin effectivement de ces sociétés tierces privées pour accompagner les acteurs du tertiaire sur ces sujets. Ça coûte cher d'optimiser son bâtiment comme ça ? Alors, sur ce sujet-là, il y a beaucoup d'aspects. Ça dépend également du niveau de profondeur que vous voulez mettre dans votre démarche quand vous voulez définir cette trajectoire. Donc, on a effectivement des acteurs qui ont un patrimoine pas trop épars, et donc la connaissance est quand même assez bonne. Donc, du coup, on peut effectivement aller très très loin et bon, ça mobilise beaucoup de données. Et donc, on a quand même des choses qui sont assez fiables. Et puis après, il y a des choses qui sont plutôt légères et qui permettent de définir une première vision. Et dans le temps, effectivement, donc, c'est-à-dire c'est une démarche moyen terme, long terme, on va pouvoir justement améliorer la donnée pour qu'elle soit de plus en plus qualitative et que la trajectoire, elle se rapproche aussi de la réalité de l'organisation. Donc, ça reste quand même assez spécifique par rapport au patrimoine et au niveau et de connaissance et de maturité du maître d'ouvrage. Plus le maître d'ouvrage est mature et ses équipes sont sensibilisées, peuvent porter une partie de la démarche. Et on a des acteurs qui sont un peu moins matures et sur lesquels il nécessite un accompagnement plus profond. Donc voilà, il y a quand même des drivers importants en termes de variables qui sont la maturité et la taille du patrimoine. C'est pas mal fait ça, Mehdi. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, qui seraient gestionnaires, qui seraient propriétaires, qui se disent donc c'est pas mal leur truc, je peux encore m'y mettre pour attendre pour le décret tertiaire ? Oui, absolument. Donc le digital, c'est quand même assez rapide. Aujourd'hui, donc moi je suis directeur des partenariats, on a des partenaires qui ont intégré cette notion de connaissance du patrimoine. Donc elle est standardisée, on travaille sur un standard qui permet notamment de s'articuler avec les textes réglementaires, de s'articuler aussi avec les systèmes d'information existants, les GMAO, le SIG, le BIM, qui a le standard IFC qui est compatible avec le standard Uniforma. Et donc par rapport au fait qu'on ait cette donnée uniformisée, on peut aller en fait assez vite. Lorsque c'est digitalisé, c'est aussi utilisable durablement. Donc voilà, aujourd'hui, des acteurs sont déjà formés sur cette démarche et ils vont, avec une certaine vélocité, récupérer les données utiles pour la simulation. Swazik, vous voulez ajouter quelque chose ? Juste que je trouve le timing bon finalement, c'est que nous, on avait peut-être besoin aussi de ce genre d'initiative, de mission ministérielle, de décret pour aider les gens à s'y mettre finalement et d'une autre manière que juste volontaire. Peut-être que parfois d'être obligé de faire quelque chose nous incite plus à le faire. Je pense que c'est valable sur pas mal de sujets finalement. Oui, c'est sûr, oui. Et c'est vrai que je vois ça comme une complémentarité finalement. On a effectivement, nous, la pratique d'aller capitaliser sur la donnée existante
On a pour coutume de dire qu'un audit n'a pas vocation à rester dans une armoire, mais les résultats doivent être effectivement capitalisés. Donc c'est ce qu'on fait régulièrement dans notre outil Oxfam Simeo, c'est qu'on utilise la donnée en sortie des audits pour justement venir qualifier le patrimoine et le faire vieillir dans le temps. Et du coup, maintenant, on peut faire ce parallèle, enfin, on va le faire de plus en plus, ce parallèle avec justement les performances énergétiques sur ce patrimoine qualifié, l'état de vétusté qualifié. Et je trouve ça très bien en termes de timing, c'est que on va s'aider mutuellement, finalement, à aller vers un objectif qui est commun. C'était deux initiatives individuelles, isolées, qui finalement cherchaient à participer au même objectif sociétal, on va dire. Et donc, je trouve ça plutôt très opportun de se retrouver aujourd'hui sur ce sujet commun. On s'y met, Marco, décret tertiaire. Il n'y a pas trop de difficultés du côté des acteurs concernés? Les acteurs, maintenant, enfin, l'année 2020, enfin, après l'apparition de l'arrêté méthode, on a senti effectivement qu'il y avait ça a insufflé vraiment une volonté d'y aller, quoi. Il y avait beaucoup de bureaux d'études s'y sont mis parce qu'il y a des acteurs qui en ont demandé, voilà, comment on fait. Enfin, ils ont vraiment ressenti l'obligation derrière. Effectivement, l'obligation a été un vecteur qui a engagé effectivement les acteurs du tertiaire à avancer et se poser des questions. Voilà. Donc la plateforme Opéra, donc l'observatoire permet aussi, de faire du benchmark. Anonymisé. N'importe qui pourra aller sur le site et faire du benchmark selon les catégories d'activités à différentes mailles géographiques. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y avait quand même une partie qui n'est pas obligatoire, mais on invite les acteurs à la remplir. C'est tout ce qui est capitalisation des données sur leur patrimoine, donc la connaissance de leur patrimoine, parce que ça commence par là, quand on fait du management de la performance énergétique, c'est de connaître son patrimoine. Donc nous, effectivement, ce qui est le cœur dur du dispositif, c'est d'avoir les remontées de consommation, mais c'est aussi d'avoir une identification de la qualité du patrimoine tertiaire, et sur lequel ils puissent aussi faire leurs requêtes et élaborer, en fait, faire du pré-diagnostic pour ceux qui n'ont pas les moyens, effectivement, d'avoir des prestataires privés pour les aider. C'est qu'ils ont quand même un outil de base qui permet de capitaliser leurs données sur leur patrimoine, des systèmes qu'ils ont en place, et puis sans faire de prédictif, se dire tiens, ces bâtiments-là sont pas isolés, c'est peut-être sur cela qu'il faut que j'intervienne en priorité plutôt que d'autres. Voilà. Donc leur donner déjà quelques outils basiques, certes, mais gratuits, voilà. Et puis après, qui peuvent d'ailleurs être utiles en termes de prédiagnostic pour les sociétés telles que Ce sont des outils que vous utilisez de toute façon? Oui, nous, on a effectivement des solutions qui sont professionnalisées sur le sujet, mais je rejoins Marc sur l'intérêt d'aller un peu plus loin que la donnée réglementaire et d'utiliser les dispositions qui sont mises en place, parce que ce que je disais tout à l'heure, l'actif donné, c'est un actif qui a une très très grande valeur pour mettre en place sa gestion patrimoniale. C'est un socle assez robuste. Et donc d'utiliser cette mise à disposition de solutions qui sont réceptacles des données du patrimoine, au-delà de la partie énergétique, ça a vraiment une grande valeur pour le maître d'ouvrage. Et je pense qu'il faut vraiment y aller. Et effectivement, ça permet ensuite de se dire, voilà, je vais avoir un socle et pour bien gérer et pour aussi communiquer et prendre des décisions. Je me permets, c'est vrai que plus on en parle et plus on se rend compte que finalement le niveau de maturité peut être tellement éloigné entre un gestionnaire et un autre que effectivement c'est bien d'avoir différents moyens de s'y mettre. Et pas tout de suite effectivement la grosse artillerie, le gros objet, mais effectivement le pas à pas. Voilà, c'est le pas à pas. Ouais. Exactement. Tout à fait. Et justement, il est temps de s'y mettre. Alors, c'est super. On a Oxfam d'un côté qui a la donnée, on a Opéra de l'autre qui rassemble cette donnée. Alors, comment on utilise tous ces outils pour définir une trajectoire fiable et puis, tant qu'à faire, qui va marcher? Alors, Mehdi. nous, sur ce sujet-là, donc, on vient effectivement collecter d'abord les éléments du patrimoine. Donc, on va relever les équipements, les composants de l'actif immobilier. On va également, sur la photo départ, et donc qui est digitalisée au sein d'Opéra, mais en fait, taguer le niveau de performance énergétique de ce bâtiment. Donc, on raisonne à la maille d'un bâtiment. Et après, on utilise justement des modèles de vieillissement pour justement donner une tendance de vieillissement qui va permettre ensuite d'associer
déjà d'identifier où sont les prochaines défaillances et où sont les points durs pour garder un niveau de performance énergétique suffisant. Et après, on va aussi, à travers ça, mesurer l'effort financier pour justement atteindre les objectifs. Voilà, donc la capitalisation est assez directe en fait, et je pense que effectivement nous on a vraiment structuré, donc on utilise par exemple des grands standards comme la maquette numérique, donc aujourd'hui le BIM est capitalisable directement dans Auxonne Ciméo. On a aussi structuré cette approche avec des grands partenaires qui travaillent sur le sujet et donc qui peuvent accompagner aussi les maîtres d'ouvrage à une maille même territoriale ou internationale sur le patrimoine pour collecter toutes ces données. Et ensuite, le fait que ce soit standardisé, ça permet aussi de capitaliser directement. Voilà. C'est un peu ce que va faire Opéra, si je ne me trompe pas, Marc, avec les données de référence. On va aussi également pouvoir définir une trajectoire. On va pas. Nous, on donne l'objectif à atteindre. On donne pas la trajectoire, on donne l'objectif. Vous donnez l'arrivée. On donne l'arrivée. Après, il y aura le guide d'accompagnement qui donnera effectivement d'abord des éléments de méthode qui existent déjà avec le passé à l'action en 10 étapes. Parce que c'est pas la peine de se précipiter sur Opéra tout de suite. Il y a un certain nombre de choses à faire avant, de recueillir avant d'aller sur Opéra. Et puis après, c'est effectivement alors, il y a quelque chose de très important aussi, c'est un changement de paradigme au niveau des relations entre propriétaires et preneurs à bail. Demain, c'est une grande transparence sur les consommations que chacun d'eux gère, donc en propre du côté des locataires, et puis les consommations énergétiques qui sont réparties au tantième auprès des différents locataires. Donc c'est pas que des appels de charge en euros, ça sera demain des kilowattheures, donc pouvoir calorifique inférieur, qui devront être déclarés sur Opéra. Et donc c'est une vraie transparence entre les deux. C'est tout simplement la mise en place de l'annexe environnementale, mais au niveau du décret tertiaire. Voilà. En espérant que ça se fasse bien, puisque ces relations ne sont pas toujours au beau fixe. Justement, je pense que ça va participer à une vraie transparence et à une meilleure relation, et ils comprendront à quoi correspondent leurs appels de charge. Voilà, vraiment avoir une transparence complète là-dessus. Voilà. Soisic, vous partagez cet avis, j'ai l'impression. Complètement. Oui, je pense qu'au contraire, ça va améliorer plutôt les relations, puisque transparence, effectivement, alignement, parce que là, on parle d'argent. Du coup, aligner, faire le lien entre un montant en euros et un montant de consommation, c'est important. Dans le privé, on le voit, dès lors qu'on nous met en place un compteur individuel d'eau, on est plus à l'aise avec l'idée de dépenser tant d'euros. Ça revient, voilà. Donc je pense que ça participe de la même chose. Je pense que c'est important, ouais. Et l'importance du coup maintenant de la formalisation dans les baux et. Oui, voilà. Alors rien n'empêche même si on a un bail 369 et qu'on vient de le signer, rien n'empêche de faire des avenants. Ça, je voulais juste le rappeler en passant. Voilà. Et il y aura un outil. En passant, il y avait aussi le fait qu'on mettra sur la plateforme Opéra un plan d'action, un tableau de répartition des actions entre propriétaires, preneurs à bail et les échéances prévisionnelles et les réalisations. Mais c'est juste un titre indicatif, c'est-à-dire c'est un document qui pourra être joint en même temps que l'attestation annuelle, justement, au gré de toute transaction immobilière, que ce soit une vente ou un nouveau contrat de bail. Il y aura ces deux éléments et au moins les acteurs savent ce qu'ils ont à faire chacun, l'un et l'autre, sur les différents leviers d'action. Voilà. Il nous reste encore quelques minutes, du coup je voudrais en profiter, oui ça file, je voudrais en profiter pour évoquer justement les étapes pour mener à bien son projet. Vous nous le disiez il y a quelques minutes, Marc, on ne se jette pas dès aujourd'hui sur la plateforme Opéra. Alors aujourd'hui, 12 janvier 2021, on fait quoi ? Alors déjà, quand il y a des relations propriétaire-preneur à bail, on regarde déjà son contrat de bail, on regarde un peu qui fait quoi, on regarde les différents leviers d'action, on regarde qui est engagé sur chacun de ces leviers d'action. On s'organise, tant que faire se peut. Alors ce qui est bien au sein d'un bâtiment, ça serait bien d'avoir la même consommation de référence, voire la même année, mais bon, ça dépend effectivement des locataires. S'il y a des locataires qui viennent d'arriver en 2020, forcément, ils ne vont pas aller chercher une consommation de 2015. Donc, mais ça fait partie du jeu. Mais si on a une grande majorité qui a la même... sur lequel on peut s'appuyer sur la même année de référence, faisons-le. Après, c'est essayer de trouver des indicateurs, renseigner les indicateurs d'intensité d'usage qu'on va mettre pour définir les objectifs en valeur absolue. Donc ça, c'est pour permettre l'évolution de l'objectif en fonction du volume d'activité. Donc c'est aussi, on a quand même
un dispositif qui est assez souple. Voilà. Donc on a quand même des critères de modulation. Je rappelle, contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, le volume d'activité ou changement d'activité, et puis les disproportions économiques. Donc voilà, on prend en compte aussi cet aspect économique dans le dispositif. Et on peut moduler effectivement sur justificatif ces objectifs. Donc voilà, c'est se concerter entre propriétaires, preneurs à bail, aller rechercher ces consommations, les points de livraison, les références, parce que voilà, il y a de la souplesse aussi là-dessus. On n'oblige pas l'assujetti à aller remplir directement la base Opéra. Il y a une possibilité, dès lors qu'ils ont coché la case, qui permettent à l'ADEME de recueillir leur consommation énergétique auprès des gestionnaires de réseaux de distribution qui ont conventionné. Donc aujourd'hui, c'est Enedis pour l'électricité et GRDF pour le gaz. Demain, il y aura des réseaux de chaleur urbains qui vont aussi conventionner. On pourra remonter directement, dès lors qu'on a le point de livraison, la consommation sur Opéra, ce qui fait qu'il n'y a pas de temps administratif à consacrer à ça. Il y a effectivement un petit temps à consacrer pour créer son compte utilisateur. Et puis, si possible, renseigner les données, mais les acteurs privés peuvent aider effectivement les assujettis à renseigner les données qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont relatives au patrimoine, parce que ça les aidera à faire du programme pluriannuel, quoi. Donc, un petit peu de temps, mais voilà, c'est pour 30 ans. Donc, 30 minutes, 1 heure de son temps, même une demi-journée, voilà, on peut le faire pas à pas, on peut, voilà. C'est dans 30 ans, mais ça risque de voilà. venir vite pour certains. Après, il y a les surfaces, voilà. Après, il y a les surfaces effectivement identifiées. Et les surfaces, faut pas avoir peur, c'est pareil. Vous pouvez faire, voilà, comme c'est des objectifs qui sont exprimés en kilowattheures par mètre carré par an, que vous ayez déclaré, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1350 alors que vous en avez 1357. Voilà, c'est pas grave. Enfin, on pourrait même avoir plus que 10 mètres carrés d'écart. L'important, c'est d'évaluer déjà les surfaces qui sont concernées, de les différencier, parce que vous pouvez avoir plusieurs types d'activités au sein d'un bâtiment. On parlait de bureaux. Voilà, dans les commerces, par exemple, une grande surface alimentaire, ils ont leurs réserves, ils ont leur partie bureau, ils ont leur partie zone de vente. Voilà, il y a des objectifs qu'on a différenciés, voilà, selon ces zones-là, pour être au plus près du réel. Voilà, et ils peuvent approcher ces surfaces sur la base de plans ou, je ne vais pas dire au doigt mouillé, mais ils connaissent la surface totale et après, c'est proportionnellement. Et puis, quand ils ont un peu de temps pour calculer plus finement ces surfaces, ils le font et puis ils vont modifier les valeurs. Et tout de suite, automatiquement, tout est corrigé, quoi. Voilà. Mehdi Soisic, un petit conseil Made in Auxande pour mener à bien son projet aujourd'hui, en janvier 2021 ? Alors, je pense que la première chose, c'est effectivement de se projeter dans un changement de comportement. Donc, c'est aussi une responsabilité civique, comme disait tout à l'heure Mehdi, je pense, parce qu'on a quand même tous cette ambition de faire en sorte que l'énergie soit mieux consommée, mieux dépensée. Et puis, je pense penser long terme. Pensez pas, même au-delà de 30 ans, on s'embarque pour toujours, finalement. Pour toujours. Oui, c'est ça. C'est d'engager le process. Exactement. Et donc, de ne pas penser forcément au coût aujourd'hui engagé. Et la question de tout à l'heure, combien ça coûte, je pense que c'est une question qu'on peut tourner peut-être différemment. C'est pas combien ça coûte aujourd'hui, c'est effectivement quel est le gain sur 10, 15, 20 ans, 30 ans de consommer mieux. Il faut vraiment penser à investissement. Oui, je pense. C'est clairement un investissement. C'est consommer mieux, consommer durablement, optimiser, mutualiser les interventions, tout. Donc, je pense que c'est une autre façon de penser et utiliser notre patrimoine tout en pensant à empreinte environnementale, empreinte énergétique, impact énergétique. Mehdi ? Oui, moi je voulais également dire qu'il y a quand même il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour montrer que c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est quand même ce type de plan d'investissement et de trajectoire que vous engagez sont quand même bien financés aussi bien par donc les certificats d'économie d'énergie, qui font l'objet en plus d'un marché un peu fluctuant sur le sujet. Et il y a par ailleurs aussi des subventions et des concours sur lesquels vous pouvez obtenir des financements soit avec des taux extrêmement faibles, soit des financements partiels et complètement obtenus sur certains travaux. Donc je pense que les outils sont mis en place, les dispositifs de financement aussi, et voilà, je pense que le contexte est bien réuni, aussi bien sur l'aspect réglementaire que également sur des acteurs comme nous qui proposons cette démarche vertueuse.
Et ben c'est parti jusqu'en 2050. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous, d'avoir évoqué pendant ces 40 minutes le décret tertiaire et puis sa mise en application pour l'année et même les années qui viennent. J'étais donc en compagnie pour cette émission de Swazik Robert, directrice conseil Auxande. Merci Swazik. À vos côtés, il y avait Mehdi Alaibi, vous êtes directeur des partenariats stratégiques chez Auxande également. Merci à vous. Merci. Et puis merci Marc Leroux, chef de projet maîtrise de l'énergie et réglementation thermique des bâtiments existants au ministère de la Transition écologique pour votre présence et vos explications. Merci à vous. Merci encore Johanna. à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est désormais disponible dès à présent en podcast sur notre site radio.imo et sur tous les agrégateurs de podcasts, donc tout ce que vous avez l'habitude d'écouter. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur Radio Imo. Émission spéciale, décret tertiaire, la Smart Data pour définir sa trajectoire, en partenariat avec Auxande. Une émission à réécouter en podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles.